Mais ouais, cette Ford Mustang, non, mais franchement, il devrait se sponsoriser par Lego, tu vois, Ford Mustang, parce que c'est pas Peugeot en fait qui devrait avoir le lien avec Lego, c'est Ford. Ouais, franchement, c'est dingue. Moi, je voulais parler un petit peu rapidement des Porsche privés, parce Ah, qu'il y a quand même bah, il y des a pas éléments grand-chose à importants. dire. Bah si, il y a quand même, bah, moi je trouve qu'il y a quand même des éléments importants. Bah, en fait, WRT, dans allez, 90% des cas, j'ai le sentiment que quand il faut faire de la stratégie, en fait, leur stratégie, bah, c'est de continuer. C'est-à-dire que là, ils ont vu la pluie, ils étaient un petit peu derrière, ils se sont dit, bah, on continue, on reste avec les slicks. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Bonjour Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est déjà le 12e numéro de ce podcast et aujourd'hui on s'intéresse aux 6 heures d'Imola, la deuxième manche de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIA, le WEC, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On va y revenir, on va essayer d'être complet évidemment dans une grosse demi-heure, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Il y a eu beaucoup de constructeurs engagés, mais ça c'est comme depuis le début de saison, et comme à notre habitude, eh bien on a des chiffres, des infos, et on a cette envie de vous faire encore plus aimer et connaître ce monde de l'endurance, et peut-être pour certains, donner des cours de stratégie, pourquoi pas. Ouais, là, c'est le genre de... C'est la course où on va parler stratégie. En fait, bon, on l'avait dit dans le dernier épisode, dans la preview, on savait que ces 6 heures d'Imola allaient être un petit peu particulières dans le sens où c'est un circuit qui n'est pas fréquenté habituellement par le WEC, c'est un circuit qui a des caractéristiques particulières, qui est étroit, c'est pas facile de dépasser, il y a beaucoup de trafic du coup, vu qu'il est assez court. Donc on s'attendait à une course particulière, et il y a un élément qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'on s'était pas forcément intéressé à ça, mais c'est la météo, et c'est aussi cette météo qui a été clairement décisive, on va le dire, hein. Il y a toujours la BOP, il y a toujours la performance des voitures, il y a toujours le talent des pilotes ou les difficultés qu'ils ont au volant. Et puis là, vraiment, il y a eu cet élément météorologique qui a été décisif, quoi. Ah, ça a vraiment été top. Alors, je dois quand même dire qu'on ne s'est pas trompé, quand même, pour une fois. On C'est avait vrai. parié sur Ferrari et Toyota de retour aux affaires. Bon, bah, il s'avère que, certes, Ferrari n'a pas gagné, mais a largement dominé ce week-end à domicile. Et c'est finalement Toyota qui gagne. Sur les 37 voitures engagées, il y avait 110 pilotes qui étaient présents sur cette grille de départ, comme depuis le début de saison. Un seul équipage à 2 pilotes, ça leur a pas forcément porté chance, cette Cadillac numéro 2. On a donc la 22e victoire de Mike Conway en WEC, en plus des victoires en De catégorie. catégorie. Il Mhm. est tout simplement deuxième du classement des pilotes au palmarès en WEC, derrière un certain Sébastien Buemi. Donc Toyota revient aux affaires, on va dire que c'était attendu, mais ils ont été, j'allais dire, opportunistes, ou en tout cas ils ont suivi leur tableau de marche et ils n'ont pas pris de risque au moment où finalement la météo s'est un peu dégradée. C'est un peu ça l'idée, non? En fait, voilà, si on reprend les choses dans l'ordre, effectivement, on va beaucoup parler, je pense, de Toyota et de Ferrari aujourd'hui, parce que c'est les deux constructeurs qui étaient aux avant-postes pendant la course. Si on repart des qualifications, bah, c'était un récital des 499P, puisqu'on avait la 50 qui était en pole position en une 29, et puis derrière, les deux autres Ferrari, donc l'autre voiture officielle, la 51, est troisième, et celle qui est engagée par AF Corset, sans le soutien officiel, mais enfin bon, c'est plus ou moins une troisième voiture officielle, hein. Les trois voitures étaient groupées en moins de 5 dixièmes, donc vraiment bonne performance, et derrière, la première opposition venait de Porsche, qui était à plus de 6 dixièmes, donc voilà, les Ferrari, clairement, elles ont la performance sur un tour. Au moment des qualifications, on se dit que ça va plutôt bien se passer à domicile. Et puis, le début de course confirme cette impression. On a les Ferrari qui partent devant. Euh, Là, en fait, on le savait pas au moment où ça se déroulait, mais la stratégie de Ferrari commençait déjà dès le départ. Ils anticipaient en fait l'arrivée de la pluie assez tôt. Ce qu'ils ont pensé, c'est que la pluie allait arriver rapidement dans la course, et donc ils ont poussé dès le départ les pneus en faisant des triples relais sur les pneumatiques, là où les Ouais, concurrents n'ont pas fait ça. Chez Toyota, par exemple, on a changé les pneumatiques à droite, parce que c'est ceux d'accord. qui se dégradent le plus, et puis chez Oui, Porsche, parce que là, on attends, a fait... c'est un Vas-y. circuit anti-horaire. Donc c'est aussi pour ça qu'on change Oui, les pneumatiques de voilà, c'est façon ça. différente, plus à droite cette fois-ci parce qu'ils sont plus sollicités. Voilà, et chez Porsche, bah là on changeait, alors je crois qu'on faisait les pneus avant et après les pneus arrière, enfin bref, à chaque relais on en changeait peut-être que deux. Là on changeait pas de manière latérale, on changeait pas que à gauche ou à droite, mais on changeait un train, ou le train avant ou le train arrière. Mais bref, il y avait cette stratégie. Chez Ferrari, on se disait,
perdons pas de temps au stand à changer des pneus, faisons des triples relais, puisque de toute façon après il y aura la pluie, donc toute l'avance qu'on peut prendre sur la piste maintenant, tant qu'il fait sec, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon, sauf quand la pluie arrive. Alors je sais pas si tu veux qu'on bascule direct sur l'épisode de pluie, mais sauf quand la pluie arrive et qu'au niveau stratégie tu cafouilles. Est-ce que c'est une absence de décision ou est-ce que c'est une mauvaise décision de garder les 3 voitures sur la même stratégie? Ça, je t'attends Alors, là-dessus. on va y revenir, parce que moi, c'est ça en fait qui m'a choqué. Tout le monde tombe sur Ferrari en parlant de la stratégie. Ok, ils se sont ratés, ça arrive, ils pensaient que la pluie allait être passagère et ne pas rester. C'est dommage, ils sont à domicile, ils connaissent quand même l'Italie et ils n'ont pas réussi à anticiper. Au contraire, tu vois, je fais le parallèle avec une équipe WRT qui est à Spa et toujours très très active justement en termes de stratégie pour anticiper. Là, si tu veux, ce qu'on peut leur reprocher chez Ferrari, c'est qu'ils ont mis leurs œufs dans le même panier. Et c'est là où je n'ai pas compris. Ils ont quand même 3 voitures. Ok, 2 officielles et une qui est peut-être un peu moins officielle, mais c'est quasi pareil. Pourquoi n'ont-ils pas fait rentrer au moins une voiture pour mettre les pneus pluie, pour au moins couvrir la stratégie des autres? C'est ça que j'ai pas compris en fait. En fait, ouais, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. On peut pas leur reprocher d'avoir tenté de continuer sous la pluie parce que finalement, comme tu le dis, BMW, enfin WRT avec la BMW, les BMW en GT3, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Eux, ils étaient pas dans la même situation, on est d'accord. Il y avait la Porsche Mantec qui était devant et eux, ils avaient plus grand chose à perdre, donc ils ont préféré rester en slick sous la pluie en se disant, bah si nous on rentre pas et que finalement c'est le bon choix, on va repasser devant. C'est ce qu'ils ont fait. Ils font un doublé, donc Oui. voilà, bonne chose. Mais chez Ferrari, situation différente. Ils sont devant, donc c'est comme en Formule 1. C'est eux qu'on attend aussi un peu en stratégie. Derrière, on sait que peut-être certaines équipes vont rentrer pour couvrir leur stratégie. Enfin bref, quand tu as 3 voitures, en tout cas au moins 2 officielles, et ben il y en a une que tu laisses sur la piste en pneu sec, et l'autre que tu fais rentrer. C'est exactement ce qui s'est passé chez Toyota. On a d'abord fait rentrer Hartley, qui était sur la 8, qui était la moins bonne des Toyota. On le fait rentrer, on lui met des pneus pluie, on ressort, on voit ce qui se passe, et puis bah oui, clairement, ils ont compris que c'était la stratégie, donc ils ont fait rentrer la 7 dans la foulée. Chez Porsche, c'est pareil, je sais plus si c'est Estre qui rentre, enfin bref, il y a... c'est Matt Campbell qui est resté 2 tours de plus sur la piste que l'autre voiture, donc voilà, ils ont tenté, ils ont fait rentrer la 6. Ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. Toutes les autres équipes ont séparé leur stratégie et c'est ce qui explique justement qu'on ait une Toyota aux avant-postes et puis la deuxième qui soit aux alentours de la 4-5e position. Et chez Ferrari, ben, on a finalement un peu tout perdu. Alors même si en fin de course, Niklas Nielsen, toujours exceptionnel, a réussi à remonter, mais il rate le podium. Donc c'est ça en fait qui est un petit peu décevant, j'allais dire, pour Ferrari. Maintenant, moi je crois qu'on peut pas leur en vouloir non plus de ne pas s'être arrêté tout de suite parce que si tu veux, et tu l'as très bien expliqué avec WRT en GT3, en fait Ferrari, ils ont été piégés par les conditions météorologiques et surtout par les prévisions météorologiques en pensant que ça allait passer, mais surtout en GT3 en fait, il fallait mieux rester en pneus slick alors qu'en hypercar, il valait mieux passer en pneus pluie. Tu vois, comme quoi, personne n'est tombé sur Porsche en GT avec l'équipe Mantei, finalement, qui a pris les pneus pluie et qui a perdu. Alors que on se dit que c'était le bon choix. Eh bien non, c'était le choix le mieux de rester en pneus slick, comme a fait WRT. Exactement. En fait, comme tu dis, si on peut se permettre de reprocher un truc à Ferrari, je prends quand même des pincettes parce que bon, oui, nous sommes l'Endurance Club, mais bon, je vais quand même pas faire des leçons à Ferrari. Le truc qu'on peut quand même reprocher sans être condescendant, parce que c'est facile de refaire le match après, et comme tu viens de le dire, c'est facile de dire ils ont pas fait le bon choix, c'est évident qu'il fallait passer sur des pneus pluie. Ouais, attendez les gars, c'est pas si évident que ça. Il y a plein d'exemples de courses que moi j'ai en tête, de courses d'endurance. En Formule 1, c'est j'imagine encore pire vu le calendrier, de courses où c'est facile après l'arrivée de juger quel était le meilleur choix, mais pendant qu'on y est, c'est pas si simple. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a ce qui est pas bon, c'est qu'ils ont maintenu les 3 voitures sur la même stratégie, et surtout, ça donne aussi un autre truc, un autre risque potentiel, c'est que les 3 voitures se sont arrêtées, elles se sont retrouvées au stand en même temps. Là où chez Porsche, par exemple, ils ont expliqué, ou chez Toyota, je sais plus, mais bon, ça Porsche revient aussi. même. Oui, bah alors ouais, mais alors chez Toyota, c'est chez Toyota, pardon, ils ont expliqué qu'ils voulaient pas que les voitures se retrouvent au même moment au stand, parce que quand la pluie débarque, évidemment tout le monde va rentrer, bon sauf Ferrari, mais évidemment tout le monde va rentrer, que ce soit des GT, des hypercars. Je vous rappelle que la grille, il y a quand même une 40aine de voitures. Imola, c'est pas très très grand. Il y a même des équipes en GT3 ce week-end qui étaient obligées d'avoir 2 voitures par box, donc voilà, c'est serré quoi. Donc si tu fais rentrer toi aussi tes 2 voitures en même temps,
tu peux avoir des difficultés à manœuvrer, tu peux avoir, comme ça se passe dans toutes les courses automobiles, le panoteur, le mec avec la sucette, il te bloque parce que y a une voiture qui rentre, donc tu dois la laisser passer. Enfin, en fait, tu peux perdre du temps aussi beaucoup dans les stands. Et donc là, voilà, Toyota, avec leur expérience, ils se sont dit, on veut pas avoir les deux caisses en même temps. Ils ont très bien fait, et là où les Ferrari se sont retrouvés toutes les trois en même temps, c'est incroyable. Pour les mécanos, c'est plus compliqué de travailler, quoi. Ah mais complètement, et puis on les voit des fois qui sont obligés d'être mises sur des skates pour être redéplacés à c'est quoi 45 degrés pour pouvoir repartir. Donc oui, on se tire un peu une balle dans le pied à faire cette stratégie. Exactement. Alors là où Ferrari a essayé de se défendre entre guillemets, alors il y a eu des mots de Giuliano Salvi qui a voilà parlé d'une prévision météorologique qui n'était pas forcément correcte, qui a eu un problème dans la communication, qui a eu un problème entre la communication de l'usine et des hommes qui étaient sur place, et que l'équipe qui avait gagné les 24 heures du Mans l'année dernière et qui s'est imposée à plusieurs reprises est la même. Donc on ne peut pas nous appeler des amateurs ou nous critiquer parce qu'on est capable de gagner. Il n'avait pas tort à ce niveau-là. Maintenant voilà, là ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce qu'on a dit justement, on ne va pas continuer à les enfoncer, c'est d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier avec les conséquences, comme tu l'as dit, de se gêner aussi mutuellement. Voilà, c'était pas tout à fait idéal comme choix, comme décision. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont été piégés aussi par le fait que en GT, quand on restait en pneus slick, c'était efficace. Donc voilà, on va dire qu'ils ils sont ratés. Autant en Formule 1 avec Frédéric Vasseur, maintenant j'ai l'impression que chez Ferrari, on est cadré sur sa stratégie, on est sûr de nous et on ne regarde plus les autres. Ici, en endurance, il faut trouver encore son rythme face à des équipes comme Toyota qui finalement n'a laissé qu'une seule victoire en fait, depuis la fin de saison dernière et la course du Qatar. On avait l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression que Toyota n'avait plus gagné depuis longtemps. Bon, c'était juste depuis Bahreïn l'année dernière qu'ils n'avaient plus gagné. Ouais, c'est ça, ils ont juste laissé échapper la course du Qatar, donc ouais. Écoute, un petit mot, on va faire une petite transition après sur les autres constructeurs si tu veux, mais puisqu'on a quand même évoqué Porsche, 2-3 éléments sur Porsche. L'équipe officielle, enfin en tout cas l'équipage, Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor reste en tête du championnat puisqu'ils se terminent deuxième. Donc voilà, on en a moins parlé là puisqu'on vient de parler vraiment de ce duel Ferrari-Toyota, mais Porsche est placé. Donc on rappelle, victoire à Daytona en IMSA quand même, victoire au Qatar, là une deuxième place, bon ça commence plutôt bien. Alors, donc, ça veut Kevin dire Estre quand même a déclaré, il a été honnête, s'il n'y avait pas eu cette phase de météo et cette petite cagade, on va dire, chez Ferrari, ils avaient le rythme pour être 5, on va dire, sur cette piste d'Imola. Donc il l'a dit, mais bon, d'un autre côté, c'est ça aussi la course et c'est ça le championnat, il faut être opportuniste. Estre, Lotterer, Vanthoor, c'est quand même un super équipage, 1 et 2 pour ce début de saison. Bon voilà, 16 points d'avance sur Toyota, faudra voir ce que ça donne à Spa-Francorchamps. Et la deuxième Porsche, elle finit 2 fois troisième. Voilà, ils savent prendre les points quand il le faut. Et on a quand même 3 Porsche dans les 4 premiers avec le team Jota qu'il ne faut pas oublier non plus. Exactement. Donc la Porsche, notamment avec Kevin Estre, était quand même assez proche de Kobayashi, notamment sous la pluie. Il a lâché pour plusieurs raisons. Il a appris à 5 tours de la fin qu'il y avait une pénalité. L'équipe lui a pas dit avant, mais parce qu'il y avait quand même ce sujet de la consommation. On ne savait pas si la toile allait tenir jusqu'au bout, s'il allait falloir repasser par les stands, etc. Donc bref, ils l'ont maintenu sous pression jusqu'à la fin. Mais à un moment, ils ont été obligés de lui dire qu'il y avait une pénalité de 5 secondes parce qu'il a apparemment dépassé sous régime de safety car ou de full course yellow. Donc bref, voilà, il a un peu lâché, ça explique un peu l'écart. Moi, je voulais parler un petit peu rapidement des Porsche privés. Parce qu'il y a quand même des éléments importants. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments importants. Il y a un week-end sans de Julien Andlauer, parce qu'on l'a vu pas mal de fois en dehors de la piste. Il avait fait quelques petites erreurs à Sebring, si je me souviens bien aussi. Là, on va dire que c'est un week-end sans parce qu'il est plusieurs fois à la faute. Mais on va pas l'enfoncer ici. Moi, c'est plutôt du côté de Jota où je suis assez déçu parce que les deux Porsche Jota, en tout cas une, était très en vue au Qatar. Là, c'était plus compliqué. 2 éléments que j'ai vus. Callum Ilott déjà qui a vendangé pas mal. Je l'ai vu à 2 reprises en dehors de la piste. Alors évidemment, les conditions étaient dramatiques, les conditions étaient catastrophiques pour piloter une hypercar, mais là où les d'autres pilotes sont restés sur la ligne de course, lui il est quand même sorti 2 fois. Jenson Button, pas dans le rythme du tout. Ne parlons pas des touristes dans cette émission, s'il te plaît.
Alors, il s'est plaint en fait d'un problème de visibilité. Apparemment, au niveau du Oui, pare-brise, c'était. Ouais, non, mais je te dis les éléments qu'il donne. Après, je sais que tu peux les commenter. Mais voilà, en tout cas, Jenson Button totalement à côté. Et je trouve que c'est pas terrible du tout. Ce qui est marrant, c'est que c'est une équipe qui, selon les informations, j'ai vu passer ça dans Auto Hebdo, j'ai vu passer ça aussi sur Sportscar 365. Apparemment, l'équipe Jota serait assez proche de Cadillac. Et c'est sans doute eux qui reprendraient l'année prochaine l'engagement de 2 Cadillac en WEC. Donc, Ouais. Tu sais, j'ai des infos voilà. là-dessus. Parce que Ah, à Barcelone, en fait, on parle pas mal dans les paddocks finalement. C'est bien d'être sur place. Merci à le LMS de m'envoyer sur place. À Barcelone, j'avais entendu justement ça déjà. ok. On charriait quelques pilotes qui étaient présents et qui sont impliqués avec Jota en disant bon alors, tu n'aimes plus trop Porsche, t'as envie de passer aux Américains. Et c'est vrai qu'on l'entendait. C'est quasiment fait. Honnêtement, chez Jota, le problème c'est que cette Porsche 963, elle est très bien, mais on Mhm. sent a priori une différence de traitement entre Penske, qui est l'équipe officielle, et eux. Ils n'ont pas les dernières infos, ils ont du mal à vouloir faire développer la voiture comme ils le veulent. C'est normal, hein, c'est pas l'écurie de pointe. Donc, autant, et j'étais justement de ceux-là, je pensais que le fait de faire rouler plusieurs Porsche pouvait justement permettre de glaner quelques informations supplémentaires, etc. Alors oui, mais ça peut créer des frustrations et une équipe comme Jota qui a envie d'être finalement sur le devant de la scène et qui l'a montré, hein, qui a beaucoup de compétences, eh bien serait très très pour être une équipe officielle et donc se dirigerait vers Cadillac. C'est quasi fait et je pense que ça sera un bon point pour Cadillac de retrouver donc une équipe comme Jota. Bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est marrant comme l'histoire se répète parce que Porsche, ils ont déjà fait ce coup-là. Si on se replonge dans l'épopée des GT1, 96, 97, 98, ils arrivent avec la Porsche 911 GT1, ils la proposent à des équipes privées et ils font évoluer leur propre voiture et les privés n'en profitent pas. Et en fait, il y a toujours ce discours de dire si, vous allez voir, on a les mêmes moyens que vous, on vous donne vraiment le même matériel. Et évidemment que non. Et sauf que les privés, Porsche a quand même la mémoire courte. Si vraiment ils font cette différence de traitement, que je peux comprendre parce que t'as ton équipe officielle et enfin tu préfères quand même faire briller l'équipe officielle qu'il y a des moyens engagés qui expliquent une potentielle différence de traitement. Mais il faut quand même pas que Porsche oublie que les privés ont largement contribué à écrire l'histoire de la marque, notamment 24 heures du Mans. Je pense à l'époque des groupes C dans les années 80. Donc moi je pense qu'on est c'est trop tôt pour le dire, mais je vois bien, par exemple, encore les Porsche Jota, quoique tu me diras, il y a Button au volant, mais je vois bien les Porsche Jota faire un truc aux 24 heures du Mans, tu vois, être en position de gagner, ou en tout cas finir mieux que les Porsche officiels. Ça serait quand même dérangeant pour eux, mais en tout cas, le passage chez Cadillac, alors moi, je sais pas si c'est bientôt signé, si tu le dis, c'est que t'as des infos. En tout cas, il y a clairement des partenaires qui sont proches. Hertz, c'est Hertz États-Unis Ouais, qui sponsorise l'engagement Jota. Il y a Tom Brady Brady qui et est tout, hein. dans, ouais, bien Ouais. sûr, Tom Brady qui est dans le lot. Enfin, il y a beaucoup d'intérêt américain derrière l'équipe de Ignat, qui est anglais, mais il y a beaucoup d'intérêt US, donc la passerelle serait assez logique, franchement. Ouais, complètement, complètement. Et puis, je pense que Cadillac a été un petit peu échaudé de cette expérience Ganassi. Pourtant, c'est une équipe qui est vraiment redoutable. Mais je dirais qu'avec Jota, voilà, c'est quand même l'assurance de quasiment faire à chaque fois des bons résultats parce que Jota, quelle que soit la voiture qu'ils exploitent, ils sont au rendez-vous. On se souvient et évidemment quand ils étaient en exploitation de l'équipe Jackie Chan DC Racing, ils ont failli Bien sûr. gagner au général avec une P2. Ok, c'était spectaculaire et c'était, comment dire, quelque chose d'assez exceptionnel. Mais toujours est-il qu'ils étaient là. Donc bon, pourquoi pas. Moi, je vois ça d'un bon œil, hein, le fait qu'ils aillent vers Cadillac. Ouais, ouais. Donc j'aurais pas Moi parié aussi. sur eux. On se souvient qu'on en parlait en début de saison. Je pensais qu'ils étaient bien installés avec Porsche, mais en tout cas, ça me surprend finalement qu'à moitié en ayant maintenant quelques éléments supplémentaires. Je voulais aussi, avant de passer à l'équipe BMW, à l'équipe Peugeot, à l'équipe Alpine en hypercar, parler quand même de Nick De Vries qui, bah oui, la surprise générale, est donc le premier vainqueur néerlandais au général en catégorie WEC. Je l'ai appris, un petit peu comme Max Verstappen en Formule 1. Voilà, Nick De Vries qui Ouais. rebondit bien. Ça prouve quand même que quand on a pas la bonne voiture en Formule 1 déjà, on peut pas faire grand-chose. Et ça prouve surtout que Nick De Vries est un excellent pilote. Donc il est vainqueur. Il avait déjà gagné en LMP2 avec Racing Team Nederland. C'était à Fuji en 2019. Mais voilà, en tout cas bravo à lui parce que c'est son deuxième départ en WEC et déjà il est vainqueur avec Conway et avec Kobayashi. Mais en fait, c'est pas une victoire en plus récupérée alors que les Toyota sont seuls dans la top catégorie, puisque tu sais, il y a ce côté Oui, que beaucoup de gens
c'est de dire que les victoires, quand il n'y a pas d'opposition, c'est parce que les pilotes, en fait, enfin, je sais pas comment m'expliquer ça, mais c'est ce qu'on reprochait à Fernando Alonso. c'est des mauvais pilotes, oui, voilà, ou alors c'est les mauvais pilotes de F1 qui brillent l'endurance parce que le niveau est mauvais. Bon, là, quand même, vu le nombre d'hypercars engagés et vu le pédigré des pilotes qui sont engagés sur ces voitures, on peut pas dire que Nick De Vries soit mauvais. Enfin, voilà, c'est clairement. Non, mais on peut plus le dire. Non, ça c'est clair, c'est ce qu'on aime justement, hein. Le fait d'avoir aussi deux catégories finalement, Hypercar et LMGT3, avec 37 voitures engagées, 110 pilotes en tout, évidemment. En fait, c'est quand même maintenant un vrai juge de paix. Enfin, je trouve que c'est très intéressant d'avoir deux catégories, comme à la grande époque des 24 heures du Mans et des courses d'endurance, quoi. En tout cas, ouais, et pour conclure sur cette partie Toyota et sur l'arc narratif Toyota, Nick De Vries, etc., je pense que là, on a quand même la naissance d'un équipage très fort parce que Conway a été solide pour ne pas s'accrocher, pas faire d'erreur. De Vries, très rapide, il fait le boulot alors qu'il est encore jeune, et dans l'équipe, et jeune en âge, donc voilà, il tient son rang. Et Kobayashi, qui est pour le coup le boss, on va dire, un peu le king dans la maison Toyota, parce qu'il a un rôle de direction, et aussi parce qu'il a toute son expérience, parce qu'il est japonais, enfin, c'est un peu l'anti-Nick De Vries, si tu veux, dans la structure Toyota, hein, si on peut aller par là. Ouais. L'équipage, là, est pour moi super complémentaire, et aux 24 heures du Mans, il va falloir compter sur eux encore, quoi. Ah mais ça c'est une certitude. Par contre, là où finalement je suis un peu surpris et je me dis c'est quand même dommage quoi. On est en train de construire un bel équipage et tu nous en parlais déjà hein, dans l'Endurance Club. Mike Conway serait quand même quasiment en train d'arrêter. Kobayashi c'est pas non plus le plus jeune pilote du WEC, même s'il n'est pas encore très très vieux, hein. Est-ce que tu crois que ça peut faire quand même un équipage sur plusieurs années? Je sais, franchement, je peux pas te dire, je sais pas si quelle est la nature des contrats qu'ils ont, quelle est leur Parce que envie aussi, mais par le moi, en tout passé, cas, ce que j'avais on a compris, déjà vu hein, des équipages comme Christensen, oui, Pirot, Capello. Voilà, on a des équipages qui étaient finalement aussi assez expérimentés et puis des équipages très jeunes. Bon, là, on a mixé les deux. Moi, je vois quand même la petite patte de David Fleury hein, chez Toyota. ouais. J'ai l'impression qu'on est plus solide sur ses appuis, qu'on a compris des choses et peut-être comment ça se passera pas forcément bien, mais parce qu'ils n'ont jamais été trop en réussite. Mais j'ai l'impression quand même que ça travaille chez Toyota. En tout cas, moi, de ce que j'avais compris entre les lignes, c'est que Mike Conway serait sans doute retraité de chez Toyota en fin de saison 2024, et Kobayashi peut-être 25. Après, ça dépend juste de la montée des nouveaux pilotes. On en parlait dans le dernier épisode, hein, le vivier Miyata. de jeunes pilotes, ouais, voilà, exactement, le vivier de jeunes pilotes japonais, et autres, mais bon, majoritairement japonais quand même. S'il faut remplacer Kami Kobayashi un jour, ça sera par un pilote japonais, ça c'est clair. Donc je sais pas trop comment ça va évoluer, écoute. Et Ouais. est-ce qu'on se fait une petite transition vers BMW, parce que il y a quand même du mieux un petit peu. Alors, il y a du mieux, mais ils ont quand même été malchanceux parce que on va quand Oui. même revenir. On a parlé de la météo. Oui, il y a eu effectivement l'effet météo. Il y a quand même eu juste un carton en début de course qui a éliminé nos deux Alpines, qui a éliminé l'Isota, pardon, Fraschini, et donc une des deux BMW, une Peugeot qui a été touchée alors qu'elle avait son nouvel aileron. Bon, c'est quand même un fait de course important. Je dis pas que ces voitures-là qui ont été prises dans ce crash allaient jouer la victoire, mais ça nous a enlevé quand même une bonne partie du peloton et donc dont les BMW, parce qu'on en a eu qu'une seule. Je suis d'accord, il y a du mieux, mais malheureusement ça s'est pas conclu dans les résultats parce que les deux ont été hors classement et dont une disqualifiée. En fait, ouais, le crash du départ, pas évident de juger. Enfin, apparemment, même la direction de course n'a pas forcément su trop trancher de ce qu'on a pu voir et en comprendre. Il y a Oh, il n'y a pas eu beaucoup de de monde. pénalité. Non, voilà, mais il y a beaucoup de monde et il y a un virage serré. Donc forcément, c'est compliqué. En plus, voilà, la première portion d'Imola, donc il y a cette phase d'accélération, léger droite, après léger gauche et le premier virage. Donc voilà, c'est pas au premier tour qu'on gagne une course d'endurance, mais on a quand même envie de se placer, et d'où l'intérêt, on le voit bien, hein, de partir devant. Il n'y a pas eu d'accrochage devant, même si en plus, il y a une Porsche qui était un peu en travers, on a des pneus qui sont pas encore en température. Enfin, le moment du départ, c'est un moment crucial et très sous tension. On l'a vu au 24 heures du Mans l'année dernière aussi, je me souviens avec Nasser qui allume les pneus. Enfin voilà, Oui. c'est un moment sous tension. Mais là, ça freine. Est-ce que le freinage était plus tôt que d'habitude?
Probablement oui, parce qu'il y a plus de voitures en piste et parce qu'on est au premier tour, donc oui, évidemment. Est-ce que y a quelqu'un qui a été trop optimiste et qui a voulu retarder son freinage? Je pense pas, de ce que j'ai pu entendre en tout cas, Jean-Carl Vernet qui était dans l'Isota, qui apparemment, enfin ça part de lui, parce que c'est lui qui va taper devant l'Alpine, qui elle va taper par ricochet la BM, la Peugeot. Lui en tout cas, il a été assez clair en disant, il a pas été suroptimiste, il a pas freiné plus tard, enfin voilà, c'est un fait de course quoi. Hein. Non, et puis c'est un effet d'accordéon. Je veux dire, à un moment, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à Imola avec le championnat du monde d'endurance. C'est toujours très très serré. C'est vrai que tu le disais, la piste est étroite. Une chicane pour débuter le tour, Eh c'est oui. pas simple. D'autant plus que ce circuit d'Imola, avec cette longue ligne droite, bien fait pas forcément tout à fait réchauffer les pneus, j'allais dire. Enfin, les fait plutôt refroidir en fait Mhm. quand on se lance pour le départ. Donc il y a plusieurs facteurs. Voilà, il n'y a pas eu de sanctions. On a eu à un moment donné une sanction pour une Alpine, et puis finalement elle a été retirée parce que voilà, il n'y avait pas vraiment, au vu des replays, de fautifs entre guillemets, c'est plutôt la faute à pas de chance. Ouais, quand tu vois le on-board de Mathieu Vaxivière, oui, bah c'est sûr, il percute une voiture devant, mais il se fait percuter aussi. Et le pauvre derrière, il est passager. Autant Mathieu Vaxivière, il a déjà fait des fautes par le passé. Enfin voilà, j'ai quelques souvenirs en tête de le voir dans le bac, mais enfin là, il peut pas grand-chose. En tout cas, moi je pense qu'il faut mettre ça plutôt sur le côté, bah voilà, incident au départ. Tout le monde veut se placer. C'est aussi les risques du métier dans le sens où tu as une catégorie hypercar qui est très compétitive avec plein de Ouais, constructeurs. Donc voilà, on a envie d'être bien dès le départ. Donc comme tu l'as dit, une Alpine impliquée qui après en plus les deux. sort. Ouais, les deux. En plus après ça sort, ça récupère un panneau publicitaire. Enfin bon, c'était de belles images dès le départ. Donc Alpine, eh ben, si on regarde le classement final, il passe totalement à côté de ce rendez-vous italien, puisque Alors, la c'est 36 elle est dommage parce que, 17e. Ouais. à double titre, alors, il y a comment dire, il y a une info qui va être anecdotique, mais moi j'ai trouvé que c'était très sympa, c'est l'hommage de Charles Milesi via son casque aux couleurs d'Ayrton Senna à Imola, Mhm. 30 ans après la disparition du pilote brésilien et du triple champion du monde de Formule 1. Donc ça, c'était sympa d'avoir cet hommage-là. Et puis le petit nom aussi à Ferdi Habsburg, hein, qui est toujours là. Et donc, deuxième chose, bah, c'est qu'on n'a pas vraiment pu constater le rythme de Jules Gounon qui découvrait cette Alpine. Donc voilà, j'étais déçu à deux reprises pour ces Alpines qui terminent loin et qui finalement se sont fait un petit peu piéger parce qu'ils voulaient remonter. Donc voilà, course à oublier pour Alpine. Et donc BMW, il y a du mieux en termes de rythme, tu me disais, pour cette équipe WRT. Est-ce que tu penses que ça va enfin fonctionner pour BMW? C'est compliqué. En fait, bon alors il y a plein de trucs. Il y a Marcello, j'ai vu, qui est parti à la faute. Parce que tu vois, Jules Gounon, comme tu dis, on n'a pas trop pu juger, parce que là, oui, c'était compliqué de. Il a fait le dernier relais, enfin, il a fait un relais sous la pluie. Mais en tout cas, il Ouais. n'a pas sorti la voiture. Au niveau temps, de ce que j'ai pu voir, on va peut-être creuser un peu tout à l'heure. Tu vas nous donner des infos avec les données du B-Pilar, mais pour moi, il était largement dans les performances attendues. Chez BM, pour revenir à eux, euh, bah, il y a la voiture de Marcello, Vantore et Whitman qui finit 34e, mais qui finalement est disqualifiée parce qu'elle n'a pas réussi à rejoindre le parc fermé par ses propres moyens, un peu comme la Peugeot au Qatar. Ouais. Donc ça, c'était pour la 15. La 20, petit point de satisfaction avec Van der Linde, Fringe et Rast. Eux, ils sont 6e. Ils étaient aux avant-postes à 1 heure de la fin encore. Je crois même qu'il y a eu une BMW en tête à un moment. Donc, ils étaient mieux. Euh, Après, est-ce qu'il y a vraiment eu un progrès, un step majeur? Je sais pas. Là, pour moi, on en revient au fait que c'était Imola, donc c'était une course un peu particulière. Et à mon avis, c'est à Spa-Francorchamps qu'on pourra mieux juger de la vraie évolution de la voiture, quoi. Ouais, bah pour WRT, on espère qu'à domicile, évidemment, hein, Et oui, ça puisse le faire. En tout cas, moi, je voulais donner un coup de chapeau à René Rast, hein, vraiment très très solide avec cette BM. De ouais, toute façon, ouais. il est toujours aussi rapide, hein, René Rast. Tu parlais du Baby Lar, bah justement, comme je l'ai devant les yeux, c'est vrai qu'on voit que les Ferrari ont surdominé en termes de rythme, les Toyota étaient là aussi présentes. Et donc, bah, outre Toyota, Porsche et Ferrari,
qui sont, on va dire, quand même globalement les favoris depuis le début de saison. Moi, j'oublie quand même pas Cadillac, hein, je le répète à chaque fois, mais je pense qu'au Mans, ils seront là. Bon, je vais voir. Peut-être que je vais me planter complètement et que tu pourras reprendre tous les verbatims que j'ai dit depuis le début de saison et bien te ficher de moi, mais je n'espère pas. Et donc BMW, bah voilà, il y en a une qui sort du lot, c'est celle de René Rast. Alors oui, il a eu des relais qui ont été plus faciles, peut-être moins sous la pluie, mais quand même, il se retrouve ouais, juste en embuscade avec un très bon meilleur tour d'une 32,8. Si tu le compares à celui d'Antonio Fuoco en une 31,7 qui est le seul à être passé sous les 32, moi je pense que c'est un bon travail de BMW. Donc voilà, et puis pour rebondir sur Jules Gounon, oui, effectivement, il a roulé dans les temps de Nicolas Lapierre, de Paul Louchatin, et surtout, ce qui est important à noter, et c'est un vrai pilote d'endurance, Jules Gounon, il est solide et il est constant sur ses tours. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose. Oui, tu veux dire au niveau de l'average, il n'y a pas d'écart de Complètement. temps au tour. C'est un de ceux qui ont le moins d'écart entre son meilleur et son moins bon tour. Il y a 6 dixièmes d'écart. Je crois que mieux que lui, tu dois avoir Vantore et Giovinazzi, tu vois. Oh, ça va, c'est pas mal. Non, mais de toute façon, Jules Gounon, c'est... il est clinique, hein, au bon sens du terme. C'est un mec qui est méthodique, qui a une approche de la course qui est incroyable. Donc, très bonne addition dans la voiture pour Alpine. Effectivement, bah, vu tous les incidents qu'il y a eu, ils n'ont pas pu utiliser cette cartouche supplémentaire. Peut-être qu'à Spa-Francorchamps, ça le fera si Ferdinand Habsburg n'est pas de retour. Et peut-être même au Mans, hein, on ne sait pas. Franchement, il y a peu de communication et les jours passent, donc on verra bien. Bah, je crois qu'ils savent pas trop. Ferdinand Habsburg veut revenir le plus tôt possible, évidemment. Bien sûr. Le Mans, c'est possible. Je pense que Spa, ça sera pas jouable. Ouais. Parlons d'un autre constructeur français, Peugeot. Alors là, bon, je suis fatigué. Bon, alors, attends, fatigué. déjà, avant que tu les critiques peut-être potentiellement, Non. Bon, d'accord, non, ça va. Non, ce qu'on a remarqué évidemment, c'est qu'ils sont arrivés avec une voiture évoluée, avec un aileron arrière. Ils gardent quand même le concept de cette voiture avec un effet de sol, entre guillemets, avec le dessous de la voiture. Par contre, ils ont donc des pneus maintenant qui ne sont plus les 4 identiques aux 4 coins. Ils ont donc sur la même philosophie que les autres voitures. Malheureusement, j'allais dire, on n'a pas vraiment pu voir le niveau de cette voiture parce que comme c'était une nouvelle auto, eh ben en fait la balance de performance n'a pas été ajustée. Donc ils ont été un petit peu plus lourds et un petit peu moins puissants. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode. En gros, tu débarques avec ta voiture qui est considérée comme une nouvelle voiture, donc on te met au maximum de poids et au mini de puissance. Enfin, je caricature, mais en gros, c'est voilà. Partons avec ça comme base, et ensuite on vous fera évoluer. Donc évidemment, la BOP sera plus favorable. Enfin, évidemment, moi ça me semble logique, je pense que c'est ce qui va se passer. Bien sûr. La BOP devrait être plus favorable pour Spa, et potentiellement pour Le Mans aussi, parce que le but c'est quand même de la rapprocher en termes de performance, parce que là, si on regarde, je vais chercher mes petites datas moi aussi, si on regarde les qualifications, waouh, la 94 était à 2 secondes 1 de la pole, et la 93 à 2 secondes 2, c'était 14e et 15e. Alors c'était certes mieux que les Alpines, mais ça reste quand même des années-lumière, quoi. Pour rappel, hein, tout à l'heure, je vous disais, les Ferrari étaient très proches, et on avait quand même les 6 premiers en moins d'une seconde. Alors oui, c'est plus d'écart qu'en Formule 1, mais là, quand même, la performance, elle y était pas. Je pense qu'on peut largement mettre ça sur le fait, comme tu le dis, qu'il y avait plus de poids embarqués, moins de puissance. Enfin, voilà, on va pas aller chercher là. Oui, je pense aussi. Après, en ce qui concerne la course, donc ils font 9e et 14e. Une des voitures qui est impliquée, et donc le système de vérin pneumatique ne fonctionne plus à cause de l'accrochage au départ. Donc, comment tu fais pour soulever la voiture quand tu dois changer les pneus? Et bien là, ils ont utilisé, vous pouvez revoir, si vous avez vu la course, vous l'avez sans doute aperçu, ils ont utilisé un espèce de coussin gonflable qu'ils ont mis sous la voiture devant pour la lever, mais qu'ils ont à chaque fois galéré à enlever, puisque l'avantage des vérins, c'est que tu mets la voiture sous pression, les vérins sortent, ça la lève, tu changes les pneus, tu tires et la voiture retombe et ça repart quasi instantanément. Alors honnêtement, moi j'avais jamais vu ça. Moi j'étais persuadé qu'ils allaient utiliser les lève vite comme on faisait à l'époque en Formule 1 et qu'on fait toujours d'ailleurs. Tu sais le gars à l'avant qui peut soulever les voitures, mais ça on peut plus le faire avec les hypercars, c'est plus prévu. Ouais, je sais pas. Ah ouais, t'as raison. C'est dingue. Ouais. Et puis tu la vois, mettre sur les skates, ça doit pas être autorisé, sauf si tu travailles dessus, donc ouais. Bon, en tout cas, voilà, il y avait ce petit truc qui était marrant, je sais pas. Autre truc que j'ai repéré,
il y a quand même Nico Müller à un moment qui s'est plaint d'un problème de boîte, et donc il y a eu un souci d'ouverture d'embrayage, selon les infos que Peugeot a partagées. Cette boîte, cet embrayage, enfin, on n'en finit pas des problèmes, parce que c'était quand même l'un des principaux mots de la 9X8 d'origine. Les commandes hydrauliques, les trucs, enfin il y a des soucis électroniques, hydrauliques, je sais pas trop. Je trouve ça dommage qu'on en soit encore là, alors que la voiture a commencé à Monza 2022. Je trouve ça long, cette mise en orbite et cette trouvaille de performance sur la 9X8. Je trouve ça long. Ouais, je suis d'accord. Il va falloir fiabiliser tout ça. C'est pas si simple, hein, évidemment, mais voilà, essayer de continuer de travailler. Bon, on va pas parler vraiment d'Isota Fraschini. Par contre, Lamborghini à domicile, devant. Alors, combien y avait-il de spectateurs? On a annoncé 73 600 spectateurs à Imola. Ça a même dépassé les 6 heures de Monza de l'année dernière où il y avait déjà eu 65 000 personnes. Donc, confirmation évidemment que la popularité est là pour le championnat du monde d'endurance de la FIA et on en est ravis. En tout cas, moi, j'adore ça et j'ai hâte d'être à Spa, puis évidemment aux 24 heures du Mans. Donc Lamborghini, bon, bah, continue de travailler. Voilà, quelques petits points. Un point en fait en termes de constructeur pour la SC63 qui finit 12e. Bon, c'est un peu compliqué ces débuts pour Lamborghini. C'est un peu compliqué, ils sont un petit peu loin effectivement. En coulisses, donc là, les dernières infos qu'on a pu avoir, c'est que, tu sais, il y a cette condition pour participer au WEC l'année prochaine qui est évoquée, qui est qu'il faudrait avoir 2 voitures par constructeur au minimum. Donc là, les infos qui fuitent en ce moment, c'est que Lamborghini, ils se conformeraient à ça. Ils vont pas quitter la catégorie, ou en tout cas, ils vont pas... supplier pour rester avec une seule voiture, ils vont faire l'effort d'en mettre 2, donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ça se fera au détriment de l'IMSA? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont quand même les capacités d'avoir 2 voitures en WEC et une seule en IMSA, alors que c'était peut-être l'inverse qui était prévu à l'origine, puisqu'on sait que le marché américain est important pour eux. Donc écoute, j'ai pas grand chose à dire sur eux, je pense que ça bosse. Aux 24 heures du Mans, je pense que ça va être la même chose. Je m'attends pas à voir les Lamborghini aux avant-postes. L'histoire de Lamborghini aux 24 heures du Mans, elle est assez réduite. Donc je m'attends pas à les voir briller dès cette année. Par contre, je pense qu'on va les voir rapidement à 2, 3, 4, 5, 10 tours. Mais ça va prendre des données, on va peut-être voir de belles choses quand même. Donc ça m'inquiète moins. En tout cas, ça m'inquiète moins que nos constructeurs français qu'on a déjà évoqués, Alpine et Peugeot, tu vois, quand on avait parlé de ça, justement, qu'est-ce qu'on allait avoir cette année, bah, je suis un peu surpris, même si là, Imola, c'est particulier, mais je suis un petit peu surpris de ne pas avoir les Alpines d'un poil plus haut, mais bon, j'ai pas toutes les infos de l'impact de la BOP, du développement du châssis, des vraies différences avec l'Acura, donc bon, peut-être que je me trompe et qu'il faut juste leur laisser du temps, et je sais que ça bosse. Et chez Peugeot, voilà, je suis aussi déçu, mais il y a une voiture qui a été prise dans le crash du départ, c'est un nouveau concept, donc il faut se donner du temps. Là où Lamborghini, surtout que ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que Peugeot se fait prendre au piège au départ. C'était le cas également au Qatar, donc ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est vrai. Donc voilà, on a été assez complet, je pense, sur cette catégorie hypercar. Oui, si tu vas rajouter tout à fait. Truc, non ? Je ne sais pas si on va avoir 2 Isota Fraschini l'année prochaine, en tout cas on n'y est pas encore, mais Cadillac et Lamborghini devraient, pour rebondir sur cette règle, voilà, engager 2 voitures. 2 voitures d'ailleurs sont engagées à chaque fois par les constructeurs en LM GT3, et on va en parler de ces LM GT3 justement avec, finalement, pas Porsche qui gagne, alors que Porsche avait quand même le rythme pour s'imposer, mais bien BMW WRT, ça c'est la surprise du chef et c'est vraiment à la stratégie qu'ils ont gagné, tu l'as dit, ils ont décidé finalement alors là pour le coup de mettre les œufs dans le même panier pour essayer de revenir et ça a marché, ils auraient pu être des zéros, ils ont été les héros. Ah, c'est beau quand tu fais des formules comme ça. Bah, oui, non mais exactement, en fait c'était en performance pure en tout cas, pour faire un petit clin d'œil à l'équipe Mante Pure X, Pure RX, Pure Racing 92. C'est eux qui avaient la performance sur la piste, donc on en avait déjà parlé de cet équipage où tu pensais un peu comme moi c'est moi d'ailleurs qui pensais que ça allait pas le faire. Finalement, il se trouve que le trio Malikin, Sturm et Bachler fonctionne bien. Là, c'était prévu pour eux, hein, clairement, ça fonctionnait. Ils étaient devant, et comme tu l'as dit, WRT a fait. C'est marrant, ça me rappelle les débriefs qu'on faisait à l'époque sur Twitch, quand on parlait de l'ELMS. Bah, en fait, WRT. Dans 90% des cas, j'ai le sentiment que
quand il faut faire de la stratégie, en fait, leur stratégie, c'est de continuer. C'est-à-dire que là, ils ont vu la pluie, ils étaient un petit peu derrière, ils se sont dit, on continue, on reste avec les slicks. C'est souvent ça, c'est-à-dire que, c'est mon sentiment, j'adorerais en parler plus en détail avec Vincent. Non, mais surtout, ils suivent leur stratégie. Tu as raison, je me souviens qu'on en parlait déjà en 2021. Oui. Ouais, en fait, c'est ça, ils ont leur stratégie de base, ils ont défini un truc, c'est pas parce qu'il y a quelques gouttes de pluie ou parce qu'il y a des éléments ou machin qu'on va changer. Les gars, on a prévu ça, on y va. Alors, c'est pas être tête de bois et ne pas tenir compte des paramètres extérieurs, c'est juste se dire, attendez, est-ce que vraiment les nouveaux paramètres qu'on a méritent de remettre tout en cause ? Apparemment non, donc là, ils étaient derrière, s'ils calquaient la stratégie de la Porsche qui était devant, ils auraient pas réussi à faire ce step et à passer devant, donc là, ils sont restés en piste. Ça aurait pu, exactement comme avec Ferrari qu'on a pointé au tout début de l'épisode, ça aurait pu ne pas fonctionner, et on serait pas en train de les encenser, et on se dirait, WRT, voilà, et bon, une erreur de stratégie. Là, il se trouve que ça a été le bon pari. On a quand même eu aussi une petite bataille en piste. Il y a aussi quand même le fait, t'as raison, il y a le fait aussi pour WRT de toute façon n'avoir aucune chance de gagner. Donc on n'aurait pas dit qu'ils s'étaient ratés en stratégie, on aurait dit ils ont tenté, ça n'a pas marché. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas la même chose que pour Ferrari, quoi. Exactement. Et puis donc, je disais, une petite bataille sympa entre Maxime Martin et Augusto Farfus en piste. On a eu quelques batailles comme ça aussi. Il y a eu une passe d'armes entre, je sais plus si c'est Calado et Fuoco, mais il y a eu un petit moment comme ça en piste. Il y a Kubica aussi qui a sorti un peu les épaules avec la Ferrari, la troisième Ferrari Hypercar. Il y a des petites luttes comme ça en interne, j'aime bien. Chez BM, c'est resté cordial, on va dire. Voilà, il y en avait un qui était plus à l'aise que l'autre. Et au final, ça fait doubler. Donc voilà. Ils auraient bien aimé quand même, je pense, que la 46 soit devant à Imola, devant, donc on le disait, plus de 70 000 personnes, pour un certain Valentino Rossi. Ça s'est joué à 22 secondes. Valentino Rossi qui retrouve le podium après celui de Road to Le Mans. Je parle en 4 roues, évidemment, avec la BMW qu'il partageait avec Jérôme Polican. Donc bravo à cet équipage. Mais ils n'ont pas été vainqueurs et c'est Farfus, Gelael et Lang qui ont réussi à gagner cette victoire finalement. Donc voilà, la voiture qu'on n'attendait pas est en tête. Donc c'est pour Sean Gelael, c'est la première fois qu'il gagne en GT3, mais il avait déjà gagné avec WRT en LMP2, donc il continue à glaner un palmarès avec l'équipe belge. Après, si on creuse un peu plus, voilà, les Corvettes, les Aston, tout ça, c'est un peu plus loin. En fait, dans le tour, il n'y a que les deux BM, quoi. Tout le monde, sinon, est à au moins un tour, si ce n'est deux. À partir de la 5e place, c'est à 2 tours. Donc, il y a vraiment eu un vrai écart de creuser par les voitures de chez WRT, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Et donc les Corvettes, t'en parlais, c'est solide, mais voilà, sans plus. Les McLaren, c'est loin également, malheureusement. Ouais. Et puis, moi, je m'attendais quand même à voir un petit peu plus les Aston. Et en fait, la meilleure Aston, elle est 5e. Alors oui, il y a eu cette stratégie peut-être qui a rebattu un peu les cartes, mais non, je m'attendais à les voir un petit peu mieux. Je me souviens l'avoir dit lors de notre épisode précédent. Les Aston, avec Mancinelli et Riberas, donc dans la 27, ils ont été bien, à 5 dixièmes du meilleur tour en course, sur le rythme de course. D'ailleurs, encore une fois, coup de chapeau aller sur Overa, qui, la semaine passée, était à Barcelone et a été le meilleur performeur, et c'est lui vraiment qui a été l'artisan de la victoire en LMP2 Pro-Am, en ELMS, avec François Perraudot et Mathieu Vaxivière. Là, encore une fois, avec la voiture numéro 55 de l'équipe Vista F Corse, eh bien, il termine 4e. C'est la seule Ferrari qui est dans le top 5, la deuxième Ferrari, et pourtant elles sont nombreuses, mais les Ferrari, enfin nombreuses, en tout cas elles sont au rendez-vous 2 comme prévu, j'allais dire, mais la deuxième, elle est loin, elle est 12e avec Rigon, Flor et Castellacci, donc vraiment bravo à Rovera d'avoir placé cette Ferrari. Et puis un petit mot peut-être des Lexus qui ont du mal. Je ne sais pas si c'est la BOP, si c'est la voiture qui, par rapport aux BMW, Porsche, Ferrari, Aston, Corvette ou Ford. Bon, même si Ford, j'en pense pas forcément que du bien. J'allais t'emmener là-dessus justement. Je voulais juste, avant que tu parles des Lexus, je voulais qu'on fasse un petit point sur la voiture en kit de chez Ford. Parce que les Mustang, mais elles se démontent de partout. C'est incroyable. Parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un slow motion sur une Mustang qui passait sur un vibreur. Et tout l'avant, c'était vraiment un mécano. Tout l'avant vibrait, les parties arrière qui se sont détachées, parce qu'à un moment, il y a carrément eu le diffuseur qui était
qui tenait je sais plus comment. Enfin, il y a un vrai problème d'assemblage. Je sais pas, c'est incroyable la solidité. Là où tu vois que je fais un parallèle qui est difficile à faire parce que je compare avec une voiture en GTE, mais à l'époque de la Ford GT, on était sur un prototype déguisé clairement, mais c'est une voiture qui m'a toujours, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qui m'a toujours envoyé une impression de solidité. Un truc Oui. incroyable. C'est-à-dire que avec une des seules, je crois que la première voiture de route qui avait un châssis homologué FIA, donc c'est-à-dire que la caisse de route, vous pouviez la mettre quasiment, vous pouviez l'engager en WEC. Je caricature, mais on était vraiment sur ce parallèle. Une voiture d'une solidité, d'une robustesse et qui dégage une impression de force incroyable quand on la voit de près ou même en tribune, hein, j'imagine. Et là, la Mustang, mais ça fait tourisme, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de retrouver des batailles de touring car. C'est incroyable comment elle est. Ah mais moi aussi, c'est pour ça. Alors je les charrie gentiment parce que j'aime bien évidemment Christian Reed et toute l'équipe Proton Compétition. Mais je me dis attends mais ils sont pas au niveau là. Franchement c'est pas possible. Cette Ford Mustang en plus, je sais pas, elle fait pas voiture de course. Je suis désolé hein, de dire ça, mais par rapport à une Ferrari, à une Porsche, à une Aston, à une McLaren, petite exception à la BMW qui selon moi aussi fait pas vraiment voiture de course agressive, mais bon, ça gagne, donc je peux rien dire. Mais ouais, cette Ford Mustang, non, mais franchement, il devrait se sponsoriser par Lego, tu vois, Ford Mustang, parce que c'est pas Peugeot en fait qui devrait avoir le lien avec Lego, c'est Ford. Ouais, franchement, c'est dingue. Je sais pas, c'est quoi le concurrent de Lego? Ouais, tu disais Mécano, Playmobil, je sais pas, mais Ouais, c'est faire un dingue. truc, hein. Alors, tu voulais parler de Lexus, pardon, je t'ai coupé, mais t'avais des infos chez Lexus. Oui, alors j'ai des infos. Ils sont plus que déçus, hein, évidemment, dans l'équipe Acodis ASP, parce que en termes de rythme, je dirais que les pilotes ont maximisé ce qu'ils pouvaient, et c'est vrai qu'ils étaient à 2 secondes 5, je crois, en termes de rythme à, au Qatar. Là, ils sont Wow. revenus à 1 seconde et demie, mais tu vois que tous les pilotes, finalement, j'allais dire les pilotes bronze par rapport aux autres pilotes bronze sont à 1 seconde et demie, les pilotes silver sont à 1 seconde et demie, et les pilotes pro sont aussi assez loin. Donc tu te dis que peut-être qu'en termes de balance de performance, bah voilà, il y a encore des ajustements à faire et ils vont être faits par la CO de toute façon, on le sait. Mais c'est Lexus qui gagne aux États-Unis, n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre en WEC et ils sont frustrés hein, évidemment dans l'équipe de Jérôme Polican. Espérons que cette balance de performance pour Spa, puis évidemment pour les 24 heures du Mans, puisse être mieux équilibrée pour eux. J'ai la sensation que c'est le genre de voiture qui... Parce que, comme tu dis, ça performe plutôt bien aux États-Unis avec Vasser Sullivan. J'ai l'impression, peut-être, que c'est le genre de bagnole qui mérite d'avoir une grosse expérience pour la maîtriser. Dans le sens où les pilotes qui sont moins pros... Parce que chez... là, Et ben pourtant non. Pourtant, tu vois, Ouais, c'est vrai. je regardais les temps d'Arnold Robin et de Takeshi Kimura. C'est pas si mal. Esteban Masson, il est toujours très très bien placé aussi en termes de rythme. Non, je crois qu'ils ont optimisé ce qu'ils pouvaient hein, chez ASP, enfin à Codis ASP, Ok, mais ok. c'est dur quoi. Tu vois, c'est vraiment à voir en tout cas. C'est assez compliqué parce que c'est quand même pas des amateurs hein, dans l'équipe de Jérôme Ah, pas Polican. vraiment, non. Pas vraiment, ouais. Et ça doit être frustrant. Voilà. Ok, bon, bah écoute, je pense que nous avons fait un tour assez complet de ces 6 heures d'Imola qui ont été Oui, on intenses. aurait pu encore parler un peu plus longtemps, mais c'est vrai que cette course, elle a été très très animée. Alors, de toute façon, dès que tu as une stratégie différente avec une météo un petit peu capricieuse, moi je trouve que à chaque fois, ça fait des courses incroyables. Et la prochaine manche étant à Spa, je ne désespère pas qu'il y ait une petite averse à un moment donné de la course. Oui, ou de la neige, enfin tu peux miser sur ce que tu veux. À Spa, de toute façon, il se passe Peut-être. toujours un Là, truc, dans ce donc... cas-là, peut-être que la Ford Mustang Ah oui, et ah la oui. BMW auront effet chasse-neige et pourront gagner la course. Je ne sais pas. Bon bah voilà, écoute, bon... terminons par notre petite rubrique, c'est moi qui la lance parce que moi elle va être assez courte. Terminons par la rubrique c'est quoi ton actu, si tu veux, parce que moi du coup je suis assez calme. En fait non, je suis assez calme, c'est que le Mans se rapproche, donc je commence déjà à bosser un peu mes Ah, 24 heures du Mans, à réviser mes petites 24 heures du Mans. Je suis en train d'avancer sur un truc, j'espère pouvoir le finaliser en temps et en heure, mais enfin oui, ça sera le cas. J'ai envie de faire un tableau qui sera disponible sur Google Drive pour vous, pour les auditeurs et puis pour tous les visiteurs du site Endurance Mag. Mais j'aimerais bien faire un petit tableau complet avec tous les engagés aux 24 heures du Mans de cette année, où vous pouvez avoir dedans les infos
sur la voiture, sur les pilotes, le palmarès un peu de chacun. C'est un outil que moi je me fais souvent, parce que c'est pas un secret, aux 24 heures du Mans, je bosse notamment cette année pour l'Automobile Club de l'Ouest, pour le site officiel, donc j'ai besoin d'avoir toutes ces infos sous la main pour aller vérifier un palmarès, etc. Donc c'est pas pendant la course que je vais aller checker, tu vois, si les victoires d'un pilote, donc je préfère avoir tout ça sous la main et bien bosser avant. Et donc là je me dis peut-être ouvrir une partie de toute cette collecte d'informations aux auditeurs et aux lecteurs, donc je suis en train de bosser là-dessus, avoir un truc, tu sais, assez sympa, assez pédagogique que tu peux avoir quand tu es devant la télé, par exemple si tu regardes les 24 heures du Mans, que tu peux avoir sur la tablette ou sur l'ordi pour aller vérifier un petit point, pour voilà, un petit complément de lecture de la course, on va dire. C'est génial. Bah, moi, franchement, je vote pour, hein. Et puis, je pense qu'il y aura de la visibilité sur le site Endurance Mag. De toute façon, à chaque fois, moi j'aime bien les articles, hein. C'est pas parce que je bosse avec toi, mais je trouve que c'est vraiment à chaque fois documenté et étayé. Donc voilà, c'est toujours top. Et donc bah, j'ai hâte de lire ce guide justement avec plein d'infos. Si je peux donner ma petite pierre à l'édifice, eh ben écoute, je t'aiderai On y volontiers. travaille, ouais, carrément. De quoi? Je dis carrément, on y travaille, écoute, on y travaille. Ah, bon, bah parfait. Moi, de mon côté, bah, écoute, ça a été chargé là le week-end dernier où j'étais eh bien, au Castellet pour le Grand Prix de France historique. C'était juste génial. J'ai quand même eu l'occasion de rencontrer Alain Prost, Jean Alesi, Jackie X, René Arnoux. Enfin, j'étais sur un petit nuage, tu sais. Donc voilà, j'espère que les gens qui étaient présents au Castellet ont apprécié. Et ceux qui ne connaissent pas, parce que quand même, je dois dire que déjà, c'est une édition annuelle. Donc il y aura une édition en avril en 2025. Et il n'y a pas que des monoplaces, il y avait des voitures des 24 heures du Mans. J'ai été heureux de réentendre le V12 de l'Aston Martin, de revoir des Peugeot 908. C'était voilà, très 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 sympa. Là cette semaine, mon podcast est sorti un petit peu en retard, j'en suis désolé. C'est Dominique Saron qui me raconte son parcours, donc le frère de Christian et le septuple vainqueur du Bol d'Or, donc c'est à moto que ça se passe. Et puis bah, déjà je suis en train de me préparer pour le LMS hein, qui aura lieu oui. bah, la semaine Oui. suivante. Finalement, parce que là on est vendredi, donc on va se concentrer sur le premier week-end de mai. Voilà, donc déjà on donne rendez-vous à tous ceux qui peuvent venir au Paul Ricard de venir poursuivre le LMS, donc ça va être top. Et puis entre-temps, je fais quelques petits commentaires voilà, sur les différentes chaînes, donc Eurosport ou Canal+. Quelle vie à 200, je sais pas à quelle vitesse tu veux que je te dise, une vie à 100 à l'heure ou à 200 à l'heure, je sais pas. Ah non, 200, 300 à l'heure. 300. Over the limit, quoi. Bon, eh ben écoute, top. Non, c'était top encore une fois. Voilà, on tient ce rythme une fois par semaine. Alors, on n'est pas revenu sur l'IMSA. On va voir si on vous fait un débrief ou pas, mais ça fera peut-être un peu tard la semaine prochaine, sachant qu'on va faire la preview, j'imagine, de l'ELMS. On va se réunir, évidemment, on va faire un comité de rédaction. Tu sais, Geoffroy, bon, on n'est que deux, ça va aller vite. Ça va vite, ouais. Ça va un peu ce qu'on va se raconter, mais en tout cas c'était encore un plaisir sur l'Endurance Club, donc justement dans ce podcast. Je vois que de plus en plus les auditeurs, les poditeurs, je sais pas comment on peut s'appeler, mais eh ben note, donc ça c'est trop bien. Il y a quelques commentaires également. Je vois aussi Geoffroy que toi au moins tu mets le hashtag Endurance Club. Moi j'ai même pas eu l'occasion de trop en parler, trop partager. J'essaye pourtant hein, sur Instagram et sur Twitter, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à nous poser des petites questions d'ailleurs, à réagir et puis à nous faire vos commentaires avec Geoffroy. On est à l'écoute, n'est-ce pas Geoffroy? Exactement, c'est toujours très utile les commentaires alors que vous pouvez nous envoyer directement hein, pour nous suggérer des améliorations, poser des questions effectivement. Et puis comme tu l'as dit, les notes et les commentaires, les avis sur les plateformes d'écoute, c'est toujours très utile. Déjà, ça nous permet de voir si ça vous plaît ce qu'on fait. Et puis ça, on va pas se mentir, ça aide à pousser le podcast et à le rendre plus visible. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes enclin à le faire, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un petit commentaire. On ira lire tout ça et ça nous fait plaisir, voilà. Eh ben exactement, les notes sur Spotify, les commentaires et notes sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes d'ailleurs, hein, sur Deezer et bien d'autres que je ne connais même pas. En tout cas voilà, si vous voulez faire partie du club de l'Endurance Club, évidemment ce podcast est fait pour vous et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet qui sera évidemment en lien avec l'endurance. Ça ne s'invente pas. Allez, très très bon week-end à tous, très bonne fin de semaine et puis à bientôt. Salut Geoffroy. Salut!